Bonjour à tous, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver pour cet entretien sur Justice en Lumière TV. Aujourd'hui, nous recevons les plus vieux membres du groupe Kassav, oui, on va dire les plus vieux à la date d'aujourd'hui. Eh bien, il s'agit de Jocelyne Béraud et Jean-Claude Nemro. Vous n'êtes pas sans savoir que l'emblématique groupe Kassav est sur les Vodou Days 2025. La toute première question, on ira donc à la découverte de ce groupe emblématique qui depuis plus de 4 décennies fait danser avec leur musique. Déjà, comment Kassav a commencé? C'était une idée de Pierre-Édouard Décimus, qui lui faisait partie d'un groupe qui s'appelait les Vikings, qui avait une grande notoriété aux Antilles, mais il avait un peu honte chaque fois qu'on lui demandait le nom du groupe. Parce que ça faisait sourire les gens qui venaient justement du froid et du nord. Et dire que je m'appelle Viking alors qu'on n'a rien de Viking, c'était un peu gênant. Donc il a commencé à se poser des questions sur des tas de choses, sur notre identité, etc., etc. Il a fait aussi, avec Jacob, ils ont revisité un petit peu ce qui se passait au niveau des Antilles et vraiment sans aucune hypocrisie, sans gentillesse, ils ont un peu étudié pourquoi notre musique n'arrivait pas à s'exporter. Donc en fait, ils se sont dit qu'il y avait des choses à changer et à partir de ce moment-là, ils ont parlé pendant 1 an avant de commencer justement l'expérience Kassav. Au départ, Kassav, c'était 3 personnes, Pierre-Édouard, Jacob Desvarieux, et Pierre-Édouard invitait son frère qui était plus jeune puisque lui il avait déjà plusieurs années d'existence avec le groupe Viking et ils ont créé un groupe qu'ils ont appelé Kassav pour une raison très simple parce que la Kassav de chez nous également a un poison qu'il faut savoir extraire. Jocelyne, vous dites donc que Kassav a commencé parce qu'en gros la musique noire n'arrivait pas à être exportée. Pourquoi on n'arrivait pas vraiment à exporter la musique noire? Il fallait une meilleure qualité de réalisation. Disons que chez nous, nous sommes des petites îles avec à peu près, à cette époque-là, environ 400 000 habitants en gros. Et bon, on n'avait pas vraiment les moyens parce que bon, on dépend encore de la France, qui est à 8000 km et qui ne se soucie pas trop du côté culturel chez nous parce que son souci était justement de faire de nous de bons petits Français. C'est ça. Or nous sommes quand même des résistants. Donc il fallait que notre musique, en tout cas notre culture, soit vive, ne serait-ce que chez nous. Mais on se contentait de chez nous et puis de la diaspora, enfin les musiciens allaient voir sur Paris et ailleurs. Et là, il y a eu un espèce de grand rêve, pourquoi ne pas aller plus loin? Donc il fallait changer la donne et ils ont commencé à travailler, etc. Ils ont appelé les gens au fur et à mesure, parce que beaucoup de gens sont passés dans Kassav les premiers temps. Et puis au fur et à mesure, le groupe s'est constitué. Et c'est seulement, en fait, je crois que c'est en 1984 ou 85 que tout le monde est devenu Kassav. Ensuite, un peu plus tard, il y a eu le noyau Kassav, qui est le noyau que vous avez connu avec Jean-Philippe Martelly, Patrick Saint-Éloi, Jacob Desvarieux, Jean-Claude Nemro, Georges Décimus et moi-même. Vous êtes au Bénin depuis quelques jours dans le cadre de votre prestation pour les Vodou Days 2025. Quel est votre regard sur la spiritualité du Bénin qui est un peu comme celle des Antilles? Et est-ce qu'elle a un impact sur votre musique? Moi, je ne connais pas le vaudou. Je ne prétendrai pas avoir beaucoup de connaissances là-dessus. En revanche, je sais que dès le départ de ce groupe Kassav, nous sommes venus pour la première fois en Côte d'Ivoire et la musique, de manière générale africaine, nous a beaucoup inspirés dans nos compositions. Que ce soit Jacob, que ce soit Georges et moi, on a toujours eu à l'époque des petits cassettes Walkman à l'époque, on avait les Walkman qui nous suivaient partout. Et dès qu'on rentrait dans des taxis ou dans des voitures et qu'on entendait une musique, chaque fois qu'une musique nous interpellait, on l'enregistrait. Ce qui fait que quand on revenait, et puis on marchait souvent avec des guitares, on était dans les chambres, c'est plus la même époque que maintenant, dès qu'on arrive dans un hôtel, on demande quoi, la clé, le wifi. À l'époque, il n'y avait pas ça. On demandait la clé, et on s'isolait dans les chambres, et on faisait des essais avec des rythmiques qu'on avait entendues là, par-ci, par-là. Et on essayait de les imaginer dans nos musiques à nous, au-dessus de Broca, de rythme de Broca. Donc ça nous a beaucoup aidé au départ, dans les années 80, à installer cette rythmique qu'on cherchait, qu'on balbutiait entre nous et qui a donné naissance à beaucoup de tubes après. Donc je dirais plutôt ça. Qui des collaborations du groupe Kassav avec les autres artistes? Avant même que Kassav n'existe, Jacob et moi, nous travaillions beaucoup avec des Africains. Moi, j'étais pianiste de Manu Dibango, il était pianiste de Myriam Makeba. Et dans les studios, on travaillait beaucoup. Je travaillais beaucoup avec les Camerounais. Si vous prenez toute la période
78, enfin toutes les fins des années 70, tous les albums camerounais, pratiquement je suis dessus. Okay. Parce que les claviers n'existaient pas beaucoup, il n'y avait pas beaucoup de claviers en Afrique, ne serait-ce que parce que l'instrument coûte cher. Donc on trouvait beaucoup de bassistes, beaucoup de batteurs, mais très peu de pianistes, voire pas du tout. Donc on a fait appel beaucoup à moi et à Jacob aussi. Donc on était souvent en relation avec les Africains déjà, les artistes africains déjà. Donc ce qui fait que quand le groupe Kassav s'est fait, nous on avait déjà une oreille très, très africaine, on va dire entre guillemets. Et donc la relation s'est faite comme ça, et donc le retour des choses, peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, après quand on voit des artistes comme Taïk, tout ça, l'afrologue, on va en parler. C'est du tout que tu entends derrière en filigrane. Donc c'est un échange, je pense que c'est tout un échange qui va d'un côté, puis qui revient vers l'Afrique, et puis que la musique c'est ça, hein, c'est quelque chose de nouveau. D'autant que nos musiques premières, chez nous, traditionnelles, viennent d'Afrique. C'est tout, le Bel Air en Martinique ou le Boca en Guadeloupe, c'est l'héritage de l'Afrique. Votre premier voyage en Afrique, c'était en Côte d'Ivoire. Comment ce voyage a-t-il transformé votre vision de la musique? Je crois qu'à ce moment-là, on venait parce que les gens réclamaient justement Kassav, puisqu'il y avait déjà eu, c'était juste après Zouk là, c'est le médicament unique qui a quand même démarré l'histoire internationale de Kassav. Je veux dire, quand on est venu ici, on a souvent entendu dans beaucoup de pays où on est passé, ah tiens, ce morceau-là me rappelle quelque chose qu'on joue dans mon village, ou etc. Donc, en fait, on est toujours curieux, même aujourd'hui. Je veux dire, quand je suis arrivée, j'ai mis trace parce que je veux savoir ce qui se passe, que c'est une nouveauté, etc. Et je crois que c'est un peu ça, quand on est musicien, on a toujours besoin de se renouveler, de savoir ce qui se passe. On ne peut pas rester dans son petit coin, parce que sinon on se fait dépasser bêtement, quoi. Je veux dire. Et déjà c'est normal de se faire dépasser parce qu'à un moment on cède la place aux autres qui arrivent, ça c'est clair. Mais bon, musicalement, de toute façon, à chaque fois qu'on va quelque part, on essaye d'écouter, d'entendre ce qui se fait dans le pays, non pas pour copier. Non. Le zouk dont vous êtes les parents, on va dire, est repris aujourd'hui par les plus jeunes, par la nouvelle génération qui, elle, pense qu'elle fait de l'afro-love. Quel est votre regard sur ce fait? Je vais préciser quelque chose. Un zouk, c'était une surprise party. Donc on allait zouker, on allait dans un zouk, etc. Exactement comme les gens ont appelé la musique de discothèque le disco, les gens ont appelé, parce que c'est pas nous qui avons choisi ce nom-là pour notre style musical. Au départ, ça s'appelait la K-trait-d'union danse. Mais ça ressemblait à la cadence de la Dominique, une autre île voisine, qui se situe d'ailleurs entre la Martinique et la Guadeloupe. Donc en fait, ce sont les gens qui ont nommé cette musique la musique de zouk pour la nommer zouk ensuite. Et en 84, Jacob a confirmé le nom du style qu'on proposait aux gens comme étant le zouk avec le zouk là, c'est ce médicament nouveau. Voilà. Donc déjà, c'est pas un truc. Et pour moi, c'est complètement personnel. Je pense qu'il y a de la musique afro, voilà, qui est diverse et multiple. Parce que quand j'écoute, par exemple, comme je vous ai dit, j'écoutais Trace. Il y a tellement de styles complètement différents. Et en plus, je vois pas, quand on écoute de la musique américaine, par exemple le R&B, on se sent concerné. Parce que ça nous fait vibrer. Et je crois que c'est ça qui est important. Alors les noms, etc. C'est vrai que les gens peuvent reconnaître que c'est du zouk, que c'est machin, etc. Mais on s'en fout quelque part. C'est de la musique, tant que c'est de la bonne musique, en avant. Je crois que c'est de la musique noire, de la musique à base africaine. Et que ça plaise à plein de gens, tant mieux. Voilà. Les afro-descendants ont la possibilité d'avoir la nationalité béninoise désormais. C'est une décision prise par le gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision-là? Pour moi, ce serait une fierté de dire mon père n'est plus là, mais quelque part, je descends de quelque chose, je viens d'ailleurs, je viens d'ici. Donc pourquoi pas avoir la nationalité béninoise? C'est tout à fait personnel. Hein, ça ne ferait que m'enrichir peut-être. Et peut-être ça me donnerait envie à ma fille de venir s'installer ici. Va savoir, je trouve ça une bonne chose en tout cas. Pour finir, après plus de 40 ans de carrière, si vous devez définir Kassav en 3 mots, que diriez-vous, Jocelyne? Qu'on avait du toupet, parce qu'en fait tout nous bloquait, tous nos machins, et on a décidé justement de nous libérer de ce truc-là et de foncer. Je vois que tout ce qu'on a traversé au début de Kassav, on a réussi à survivre parce qu'on avait un but. C'était faire une musique qui nous ressemble, qui nous rassemble, qui nous permette de nous exprimer, permettre aux gens de chez nous
de revenir à qui ils sont véritablement. Parce qu'en fait, pendant très longtemps, à la radio, on n'entendait pas notre musique. Il y avait des plages horaires pour la musique même de chez nous. 1h à 11h du matin, 1h à 17h l'après-midi, et le reste du temps, on était baigné en fait de variétés françaises. C'était ça, parce qu'en fait, on était département français, donc il fallait bien nous donner la bonne culture française et compagnie. Et en fait, on était résistants en même temps, puisque on savait très bien qu'on avait... Il y a eu 2 périodes, la période où il fallait quand même monter en... comment je pourrais dire, socialement, parce qu'on n'était pas considérés, on était considérés comme des sous-citoyens, parce qu'on était d'abord des esclaves, enfin réduits en esclavage. Donc le fait d'arriver à ce niveau-là, monter en âge, et puis ensuite se dire, mais qui on est véritablement, c'est-à-dire rechercher le côté identitaire, se battre, refouiller la musique, etc., grâce aux gens justement des campagnes éventuellement, qui avaient gardé toutes les traditions, heureusement. Donc, parce que moi j'ai étudié la musique, j'ai étudié le piano classique, Jean-Claude Deschy. D'ailleurs, il n'y avait pas d'endroit où on pouvait étudier la musique de chez nous, qui était la musique populaire, etc. Donc tout ces trucs-là, c'est résistance, toupet, et puis, je sais pas moi, résilience, je voudrais dire plutôt. Jean-Claude? Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est le plus important dans Kassav, mais vraiment, c'est d'avoir su réunir 2 îles, Oui, oui. la Martinique et la Guadeloupe, qui jusqu'ici, jusqu'à nous, n'avaient pratiquement jamais rien fait ensemble, quel que soit le domaine, qu'il soit sportif, qu'il soit intellectuel, qu'il soit ce que tu veux. La Martinique et la Guadeloupe sont à côté l'un de l'autre et on se regardait en chien de faïence, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui d'ailleurs. On se regarde un petit peu en chien de faïence et puis l'un fait son truc, l'autre fait son truc. On n'a pas la haine, mais ça c'est guadeloupéen, ça c'est marrant. Kassav est arrivé, la moitié du groupe est guadeloupéen, la moitié martiniquaise, personne n'a jamais trouvé de problème, on n'a jamais eu de problème entre nous et ça fait 40 ans que ça dure. C'est la plus belle fierté pour moi. C'est la plus belle fierté d'avoir réuni les 2 îles. C'est tout pour cet entretien que nous vous remercions d'avoir suivi. C'était donc Jocelyne Béraude et Jean-Claude Lamreau du groupe Kassav que nous avons eu le plaisir de recevoir pour vous. Je suis Dorcas Sarangan. Merci pour votre aimable attention et votre fidélité à Justice en Lumière TV. Au revoir. Sous-classé, c'est le médicament, nous.